Ok, bonsoir tout le monde et merci d'avance pour votre présence ici et votre attention. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est aussi bien dans le fond que dans la partie technologique, la star de notre siècle, c'est l'intelligence artificielle. Donc vous savez que c'est un sujet qui aujourd'hui est... ok. Et sois très près du micro. Là, c'est mieux. OK. Donc, je reprends. Donc, je disais bonsoir et merci pour votre présence ici. Donc, moi, je m'appelle Claude Tadonki. Je suis enseignant-chercheur à l'École des Mines au Centre de recherche en informatique. Et ma spécialité, c'est le calcul de performance. Donc, on ne va pas en parler aujourd'hui. Donc, moi, je suis là pour modérer. Donc, nous allons discuter aujourd'hui le thème de fond. Donc, c'est un sujet dans sa partie fondamentale et la partie technologique. Comme je disais, la star de notre siècle, c'est l'intelligence artificielle. Alors, c'est un domaine qui est exploité et développé de manière à la fois intensive, parce qu'aujourd'hui, chacun de vous utilise l'intelligence artificielle avec une fréquence de plus en plus élevée, et il y a de plus en plus aussi d'utilisateurs. Donc, quand on fait la somme des deux, on a une utilisation intensive de l'intelligence artificielle. Et il y a aussi un développement que je dirais extensif, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle aujourd'hui a un spectre d'applications qui s'élargit de jour en jour. Donc, quand vous mettez tout cela ensemble, ça génère des problématiques, des questions, des besoins. Et une des problématiques que ça génère, c'est par exemple les questions de performance. Et le besoin, c'est l'énergie, parce qu'il faut pouvoir alimenter les centres de données qui gèrent les modèles d'intelligence artificielle et qui répondent à vos requêtes. Et ce besoin en ressources énergétiques pose maintenant des problèmes aussi au niveau de l'environnement. Donc, c'est un des éléments dont nous allons parler aujourd'hui. Un autre aspect aussi, c'est que ce développement-là pose des problèmes géopolitiques, parce que voilà, les data centers sont un élément qui peut être utilisé dans les aspects géopolitiques tels que la souveraineté, la vulnérabilité, les rapports de force même. Et donc, aujourd'hui, on va avoir un panel voilà, qui couvre le domaine, tous les aspects que j'ai évoqués. Donc, nous allons avoir le professeur Chloé Azincote, dont je présenterai chacun au fur et à mesure, donc, qui est spécialiste des questions de l'intelligence artificielle, qui va essayer de vous donner un aperçu du domaine, afin que vous soyez prêts pour comprendre, bien sûr, la suite des débats. Et nous avons aussi le professeur Eric Massanet, qui va parler des questions, justement, comme j'ai dit, de l'énergie, c'est-à-dire qu'est-ce que ça consomme l'IA et quels sont les problèmes que ça peut poser en perspective. Et nous aurons aussi Emric qui va nous parler d'un cas particulier au niveau de l'application de l'IA dans la recherche en géologie, à travers donc, une société donc, qui s'appelle Lithosquare. Et enfin, nous aurons Henri, qui lui est de l'INRIA, de la fondation INRIA, dont je présenterai chacun. Donc lui, il va aborder les questions géopolitiques, comme j'ai dit, dans tous les aspects qui sont rapport de force, vulnérabilité, souveraineté, et après on conclura. Donc, vous connaissez déjà le format. Chacun d'eux va exposer sa problématique et articuler autour de deux questions voilà, qui sont déjà connues. Et entre-temps, vous poserez vos questions, je les récupérerai, et puis dans la deuxième et dernière phase, ils essaieront de répondre à vos questions. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Chloé Azincote, qui est professeure à l'École des Mines, donc, qui a fait sa thèse en Californie depuis 2013, et qui aujourd'hui, comme je l'ai dit, à l'École des Mines est chargée des questions de l'intelligence artificielle, qui a reçu de nombreux prix dans ce domaine-là. Et donc, elle va se charger de vous définir le domaine. Merci, Chloé. Merci. C'est bon, on m'entend? Oui, parfait. Alors, lourde tâche. Hein. Donc, définir l'intelligence artificielle, c'est le sujet de master entier. On m'a donné 5 minutes, donc je vais essayer de faire clair quand même. Je vais en fait plutôt définir ce que c'est que ce qu'on appelle en anglais le machine learning, donc l'apprentissage statistique, qui est peut-être la technologie clé au cœur des développements de l'intelligence artificielle dans ces dernières décennies. Et puis aussi qui est ce qui va nous intéresser le plus, je pense, pour parler de questions de coûts énergétiques. Donc ce qu'on appelle le machine learning, apprentissage statistique, c'est l'idée qu'on va construire des modèles statistiques, c'est-à-dire pas vraiment à partir de connaissances a priori, mais à partir de données.
Alors pour vous donner un exemple, si je veux créer un programme qui puisse me dire si une photo que je lui donne en entrée est une photo de chat ou non, plutôt que de déterminer moi-même quelles sont les caractéristiques de cette image qui font qu'une image est une photo de chat ou non et comment les extraire, je vais utiliser un algorithme de machine learning auquel je vais donner en entrée de nombreux exemples de photos qui sont des photos de chat et de photos qui ne sont pas des photos de chat. Et cet algorithme va me sortir un modèle qui va me dire quelle est la probabilité pour une nouvelle image qu'elle soit une photo de chat. Alors comment ça marche? Comment cet algorithme de machine learning peut-il faire ça? L'idée générale, c'est qu'on va se donner une classe de modèles. Donc on peut penser à ça comme un patron ou une maquette dans laquelle il y a des paramètres, c'est-à-dire des valeurs numériques qu'on peut ajuster. Et la façon dont l'algorithme de machine learning va ajuster ces valeurs, c'est de sorte à minimiser l'erreur que le modèle fait sur les données d'entrée. Donc on va vouloir ajuster ce modèle pour qu'il fasse le moins d'erreurs possible en disant si une photo est une photo de chat ou non. Alors on peut étendre cette idée à ce qu'on appelle les modèles génératifs, où l'idée va être non plus de pouvoir dire si une image est une image de chat ou pas, mais de générer de nouveaux exemples d'une même classe, ici générer de nouveaux exemples de chats. Une fois qu'on sait faire ça, on peut étendre cette idée à ce qui est au cœur des développements de l'intelligence artificielle générative, qui est ce qui nous intéresse le plus, je pense, aujourd'hui, en étant capable de générer les mots ou les séquences de mots ou les ensembles de pixels qui sont les plus probables dans un contexte donné. Et c'est comme ça qu'on a tous ces outils fascinants, qui sont en fait des espèces d'outils d'autocomplétion sous stéroïdes, qui sont très très forts et très impressionnants. Mais donc il s'agit de construire des modèles probabilistes à partir de données. Alors ce qui est peut-être important ici, c'est de comprendre que plus on a de données, plus on a d'exemples sur lesquels s'appuyer, plus déjà on couvre d'aspects différents de ce qu'on essaie de modéliser. Donc si je reviens à mon exemple de chat, plus j'ai de photos de chats de races différentes, dans des postures différentes, dans des environnements différents, plus je vais être capable de capturer ce qu'est un chat. Donc ça, c'est le premier aspect de cette idée « bigger is better ». Et puis, la deuxième chose, c'est que plus j'ai la façon dont, en fait, le fait d'avoir plus de données permet d'avoir des modèles qui ont de meilleures performances, c'est en permettant de construire des modèles qui sont plus complexes. Donc je reviens à cette idée qu'on avait des paramètres qu'on peut ajuster. Tous ces paramètres qu'on peut ajuster, plus on en a, plus on a besoin de données pour pouvoir bien les ajuster. Si vous avez fait un peu de physique, c'est le concept de degré de liberté. L'idée, c'est que si j'ai plus de paramètres que je n'ai donnés en entrée, je peux naviguer, avoir beaucoup de solutions à mes problèmes. Et par contre, plus j'ai de données, plus je peux fixer de paramètres différents. Alors les points qui me semblent importants d'évoquer maintenant pour mener une discussion sur le coût énergétique du machine learning, c'est que déjà, il y a en fait énormément d'applications actuelles du machine learning qui n'utilisent et ne requièrent pas tant de données que ça. Alors, je prêche pour ma paroisse. Je fais depuis 20 ans du machine learning pour des applications génomiques. On a des jeux de données dans lesquels on a des centaines, ou si on a de la chance, des milliers de patients. Et donc, c'est relativement petit. Il y a des applications en santé qui utilisent plus de données. Si je pense à un truc très moderne, un modèle de fondation qui permet de modéliser les images d'histopathologie, donc ce qu'on fait en cancérologie. Il y a un modèle de fondation assez récent qui s'appelle Bioptimus et qui a été entraîné sur 1 million d'images. Alors maintenant, c'est de plus en plus difficile de savoir quelle est la taille et la nature des jeux de données sur lesquels on entraîne les très grands modèles qui sont derrière ChatGPT et consorts. On connaît un peu mieux les modèles de la série Llama, et donc j'avais noté, je regarde mes notes, Llama 3, qui est sorti il y a peut-être 2 ans maintenant, était entraîné sur
11 trillions de mots. Donc moi, je vous ai parlé, on se travaille sur des milliers d'exemples, peut-être des millions. Et là, on passe vraiment à 2 échelles de plus. Mais ce n'est pas toutes les applications. Et ce qui me semble aussi important à considérer, c'est que cet usage très intensif, il va requérir beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau, beaucoup de minerais rares. Il correspond à une utilisation, à une grande partie de l'utilisation du machine learning, mais il ne correspond pas non plus à toute la diversité de ce qui peut être fait en machine learning. Et puis, ce qui est important à considérer, c'est qu'il est le fait principalement d'un petit nombre d'entreprises, principalement américaines, et que ça, bon, c'est pas moi qui suis la plus qualifiée pour en parler dans ce panel, mais ça me semble être un point important si on s'intéresse à des questions géopolitiques et des questions de régulation. Je crois que j'ai fini. Merci beaucoup, Chloé. Donc, comme vous l'avez dû vous en rendre compte, donc l'IA, c'est vraiment un domaine dont l'essor est remarquable, hein. Et aujourd'hui, c'est un élément qui est vraiment pervasif dans notre existence à tous les niveaux. Donc, comme l'a dit Chloé, donc, il y a derrière cela un besoin énergétique parce que les infrastructures pour faire tourner cette IA-là doivent être alimentées typiquement en électricité. Et comme c'est des supercalculateurs aussi, il y a la chaleur qui est dissipée par ces machines-là et il faut les refroidir. Et les systèmes pour les refroidir aussi consomment de l'énergie. Donc, ça fait un effet boule de neige qui justifie effectivement le gros besoin en énergie lié à l'exploitation de l'IA. Donc, vous avez aussi vu que les applications sont nombreuses et donc il est tout à fait normal de considérer que ça va rester le focus quand même de l'évolution, aussi bien au niveau scientifique, industriel que au niveau des services pendant de nombreuses années. Ça, il faut s'y attendre. Donc, on est vraiment au bon moment pour commencer déjà à réfléchir à ces problématiques-là, même dans le cas du TTI, parce que les implications au niveau de l'environnement sont réellement importantes et il faut vraiment s'en inquiéter. Donc, on va maintenant passer la parole à Eric Massanet, qui lui va aborder, il a des slides, donc il présentera. Tu as le... Bon, il parlera en anglais, parce qu'il ne parle pas français, donc désolé. Ah, il peut? But you speak in English, no? You present? Yeah, OK. Donc, il présentera... En anglais, s'il vous plaît. J'ai besoin de parler en anglais, mais je veux dire que j'ai habité ici à Paris pendant 2 ans, il y a 10 ans, et j'ai essayé vraiment fort d'apprendre le français, mais dans mon bureau, chaque jour, toute la journée, tout le monde parlait l'anglais. Mais mes enfants, qui étaient très petits à l'époque, je suis fier de dire que tous les deux parlent couramment le français. Okay, over to English. I wish I could give the whole presentation in French, but and I have some slides. So thank you very much to the organizers for inviting me. I would like to spend a few minutes talking about the situation for data centers in the United States, where I have been studying the energy use of this sector for nearly 20 years. And for many years, the growth there was fairly stable and fairly predictable, but this is no longer the case due to the AI boom. And as you can see here in this figure, we have a sense of just how quickly things are changing in the data center sector in the United States. So for many years, we had very steady capacity additions, but due to the AI boom, which occurred around 2022, data center builds et donc la construction de centres de données a augmenté brusquement. On a 10 à 20 fois plus d'annonces de construction de centres de données. Et c'est une sorte de grande expérimentation aux États-Unis qui pourra être utilisée dans le monde. Donc il y a plus de construction de centres de données que trop de construction de centres de données pour un ajustement énergétique. Vous avez les communautés à proximité de ces centres de données qui sont impactés. Et il y a des tentatives d'étudier ce secteur et tentatives d'élaborer des politiques pour fournir des orientations.
pour un développement durable, mais pour atteindre d'autres objectifs, compétitivité nationale, entre autres. À mon sens, il y a des enseignements à tirer de ce qui se fait aux États-Unis. Je voudrais partager quelques enseignements avec vous. Alors, pour vous donner un aperçu de l'ampleur générale, vous avez ici les résultats du dernier rapport sur les centres de données aux États-Unis, fait pour le compte du Congrès américain. Ça fait partie de mes responsabilités au laboratoire national. Et comme vous pouvez le voir sur cette trajectoire, les data centers étaient gérables sur le plan du réseau énergétique, mais ce n'est plus le cas. On s'attend à ce qu'il y ait une hausse quand on arrive à 7 à 8% de la demande électrique nationale en 2028. Nous sommes déjà en 2026, 2 ans restent, et les projections donnent des chiffres encore supérieurs à l'horizon 2030. Le réseau, dans beaucoup de régions du pays, ne peut pas répondre à la demande. Vous avez des prises de retard jusqu'à 10 ans dans certaines régions, et comme vous pouvez le voir en bas, l'industrie devient beaucoup plus consolidée. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a 10-15 ans, vous aviez beaucoup d'opérateurs de centres de données qui avaient des petits centres de données, mais beaucoup de la croissance vient de grandes entreprises. Vous pouvez le voir à l'écran. Les très grandes entreprises, des hyperscalers, entreprises qui ont beaucoup de ressources. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un contournement des retards du réseau. Ils n'attendent pas pour construire les centres de données. Vous avez ces données qui émanent d'un article du New York Times avec des bulles qui indiquent le nombre de projets de centres de données de grande envergure. Et vous avez en bleu ceux qui créent leur propre générateur de gaz naturel sur site. Donc, ils n'attendent pas un ajustement du réseau. Ces générateurs sont généralement plus petits, moins efficaces et bien plus polluants que ce qui peut se faire au niveau du réseau national. Donc, il y a un chemin qui est emprunté et qui n'est pas le bon. Par conséquent, les communautés voisinantes s'éloignent. Alors, je voudrais parler de 2 tendances. Beaucoup, d'abord, de communautés dans le pays commencent à interdire les centres de données, à retarder leur construction. Vous avez des projets de dizaines de millions d'euros qui sont bloqués ou retardés parce que les communautés s'inquiètent de la pollution de l'air, de la hausse du prix de l'électricité, de la demande hydrique, des nuisances sonores. Il y a plein d'autres raisons avancées. Les communautés ne veulent pas avoir à affronter ça. Et vous avez cette idée que les entreprises très riches ne tiennent pas leurs responsabilités environnementales. Face à ces pressions des communautés, les décideurs politiques locaux répondent, agissent. Donc, nous avons une base de données des politiques environnementales. Et comme vous pouvez le voir ici, ce qui est en bleu clair, ce sont les politiques qui émergent à l'échelle des États américains. Beaucoup de politiques sont élaborées à l'échelle de l'État, à l'échelle fédérale, à l'échelle de l'État, pardon. Et donc, vous avez des politiques élaborées pour mettre en place des garde-fous pour ces centres. Et parmi les tendances, on observe des possibilités ou des options pour avoir une IA plus durable. Alors, malgré l'orientation prise par la construction de centres de données, il y a des signaux plus positifs. Je voudrais vous montrer 7 conditions clés que je donne d'ailleurs aux décideurs politiques lorsque je leur parle, pour que l'IA soit plus durable aux États-Unis. D'abord, Chloé l'a mentionné, nous n'avons pas besoin de modèles de grande taille pour la plupart des tâches dans lesquelles nous employons l'IA. Nous n'avons pas besoin de modèles qui nécessitent des trillions de données. Il est possible d'utiliser des petits modèles à partir de petits jeux de données. Et pour ces derniers, la consommation énergétique est moindre. Ensuite, la localisation est très importante. Aux États-Unis, malheureusement, les centres sont dans des régions où il y a un stress hydrique, où il n'y a pas les ressources nécessaires. Mais si l'on fait de meilleurs choix en matière de localisation, avec un meilleur accès aux ressources, à l'eau notamment, alors les centres de données auront une empreinte environnementale amoindrie.
Ensuite, troisième condition, ces centres doivent être soumis à des normes d'efficacité très strictes. Vous avez le PUE, WUE, différentes normes. Il faut s'assurer que la puissance de calcul est efficace, qu'il y a une utilisation efficace de l'énergie. Il y a un suivi qui est fait aux États-Unis, mais je vois à l'échelle de l'Union européenne qu'il y a des systèmes de notes, de qualification de l'efficacité. Pour les gigawatts dont nous parlons, chaque effort pour améliorer l'efficacité est essentiel. Alors, par le passé, avec des petits centres, vous aviez des fuites de chaleur pour lesquelles il n'était pas rentable d'essayer de réutiliser cette chaleur. Maintenant, pour les centres de bien plus grande taille, les émanations de chaleur pourraient être récupérées pour que cette forme de déchet puisse être réutilisée. Ensuite, il faut s'assurer que le réseau est résilient, c'est-à-dire qu'il faut adapter les options de stockage sur site, et il faut une flexibilité de la demande, avec une utilisation de batteries, par exemple. Sixième condition, sur la transparence. Alors, ce sera peut-être contre-intuitif pour certains, mais l'Internet, qui produit la plupart des données utilisées, vous savez, des analystes comme moi ont peu de données parce que des entreprises ne font pas de rapport sur leur empreinte environnementale. Nous avons besoin de davantage de transparence. Et il faut que les communautés locales nouent un dialogue avec ces opérateurs. Ensuite, nous avons besoin de visibilité sur les retombées positives de l'IA. On ne peut pas simplement dire que l'IA, c'est le mal, que les centres de données détruisent la planète. Il y a un potentiel certain. Les applications de l'IA peuvent permettre de résoudre des problèmes climatiques, mais nous n'avons pas les bonnes données, pas les bons cadres, pas les bonnes normes pour pouvoir mesurer ces bénéfices, ces retombées positives. Il faut pouvoir mesurer cet effet. Est-il bon, est-il mauvais? Comment utiliser les applications IA pour maximiser les bénéfices et minimiser les impacts? Et puis, huitième recommandation, eh bien, c'est ce que l'on peut faire, vous et moi, en tant que consommateurs. Nous n'avons pas encore de système de notes ou d'outils de mesure pour l'intensité, pour ce qui est la consommation énergétique, pour ChatGPT, Gemini et d'autres, mais nous pouvons regarder ce que les grandes entreprises font à la lumière de ces 7 conditions. Nous devons avoir ou prendre conscience de la manière dont on utilise l'IA dans nos différents secteurs. Et donc, je vais redonner la parole à Kwat. Merci. Donc, vous l'aurez compris, donc je vais reprendre en français, que les questions énergétiques liées à l'IA, c'est vraiment assez large dans les aspects qu'on peut considérer. Et les solutions, elles existent. On réfléchit déjà aux solutions. Mais on est tous d'accord que l'implémentation de ces solutions-là va avoir des implications. Même déjà, si je prends le dernier point, hein, qui nous demande de choisir aux consommateurs, de choisir de manière sage. Ça s'adresse aussi à vous. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons tout avec les outils d'IA, quasiment tout. Alors qu'il y a peut-être des choses qu'on peut faire autrement, ou peut-être avoir un usage beaucoup plus modéré. Donc ça va avoir un impact sur notre façon de nous comporter. Ça dépend de nous aussi. Et il y aura aussi tous les aspects qui sont liés à l'usage et à la production de l'énergie en question. Donc aussi, pareil, on peut avoir des idées sur des solutions, mais les implémenter, c'est une autre histoire. Pareil pour la relocalisation des data centers. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de pays qui décident d'aller placer leurs data centers ailleurs pour ces raisons-là. Mais ce placement-là génère des questions géopolitiques. Donc, avoir des idées, effectivement, des solutions, il y en a, merci Eric, mais leur implémentation va poser problème, et donc c'est ce que développera par la suite, mais pas tout de suite, après l'intervention de Émeric, Henri, des questions géopolitiques et des questions de vulnérabilité. Donc, je vais maintenant passer la parole à Émeric, qui va revenir un peu sur les questions de compromis, parce que il y a toujours des compromis dans toutes choses, mais spécialement celle-là.
et avec un exemple d'application sur la recherche en géologie. Merci, Emric. Merci Claude, bonjour à tous. Alors normalement, oui. Alors effectivement, tout à l'heure, Claude a donné l'exemple de Bioptimus, qui est une entreprise effectivement qui développe un modèle d'IA dédié au modèle médical. Chez LithoSquare, on a aussi une approche de l'IA qui est très appliquée, puisqu'en fait on développe un modèle d'IA qui est dédié à la géologie et aux spécificités de la donnée géologique et aux spécificités de la recherche minérale et de la recherche de gisements de métaux critiques et stratégiques. Plus précisément, alors pour compléter cet exemple qui fait probablement aussi une bonne transition avec la table ronde de ce matin, la mission de LithoSquare, c'est réellement de faire nous-mêmes de l'exploration minière, mais on le fait avec une approche radicalement différente de ce qui a été fait jusque-là, puisque on met le développement de nos technologies au cœur de nos projets d'exploration minier, et on couple l'expertise humaine, donc on a recruté une équipe de géologues d'exploration, avec le développement d'une technologie d'IA qui est encore une fois dédiée au sujet d'identification de cibles, d'identification de gisements et d'optimisation de développement des gisements. L'objectif, c'est évidemment de répondre aux enjeux qui ont été évoqués ce matin, de besoins en métaux critiques et stratégiques pour avant tout la transition énergétique et aussi maintenant la souveraineté industrielle, puisque alors il y a différents chiffres, mais un ordre de grandeur, c'est de l'ordre de 350 milliards de dollars de production minière qui sera manquante d'ici à 2040 à l'échelle globale. Ça fait de l'ordre de grandeur d'un millier de nouveaux sites de production à trouver d'ici à 2040 à l'échelle mondiale pour réussir à répondre aux besoins des différentes transitions énergétiques et digitales dont on a pu parler depuis ce matin. Donc voilà, donc c'est un autre cas d'application qui n'est pas éthéré, un cas encore concret d'utilisation de l'IA, avec encore une fois, nous un parti pris qui est vraiment celui de se focaliser sur les données de géochimie, de géophysique, des cartes de géologie, de tout ce dont on a pu parler ce matin. Et donc on a développé une IA qui résonne comme un géologue, qui est capable d'assister le géologue dans son travail au quotidien pour être capable de trouver plus et plus vite des sites nécessaires, encore une fois, à assurer les métaux nécessaires aux différentes transitions énergétiques et environnementales. Peut-être le dernier point là-dessus, avant de passer sur des réflexions qui sont plus liées au déploiement de l'IA, je pense qu'un des éléments que je voudrais apporter ici en complément de ce qu'a pu dire Eric aussi, c'est que c'est important d'avoir bien en tête que tous ces éléments sont extrêmement dynamiques, vont très vite, et on peut avoir l'impression d'être parfois un peu submergé par ces révolutions, mais qu'il y a des enjeux dans lesquels on peut être acteur. On a parlé de l'utilisation des IA, mais au-delà de ça, dans les politiques publiques, on peut faire des choix qui vont nous permettre d'être plus ou moins acteurs, plus ou moins présents, et c'est des éléments qui, à mon avis, sont importants de rappeler. Alors, ce rappel fait un peu, encore une fois, une transition avec ce qui a été dit avant et ce matin. Donc effectivement, aujourd'hui, quand on regarde la consommation des data centers dans l'ensemble de la consommation énergétique, ça reste encore modéré, mais c'est en croissance énorme, c'est en explosion, on l'a dit ce matin, et on l'a dit tout à l'heure. Un des éléments une des conséquences de ça, c'est que si on veut réussir à faire en sorte que les data centers soient autant décarbonés que possible, on a besoin de plus de cuivre, on a besoin de plus de métaux, et on voit apparaître dans les supply-demand gap de 2040 la ligne data center comme une ligne non négligeable qui va venir en concurrence avec des usages pour la transition. Et donc, encore une fois, si on veut réussir à la fois à avoir une IA qui est la plus décarbonée possible, et donc qui n'est pas off the grid avec des turbines à gaz, mais qui est vraiment avec l'impact le plus limité possible, il est absolument nécessaire de s'assurer qu'on trouve suffisamment de métaux pour réussir à connecter ces data centers aux différents réseaux électriques. Effectivement, le chiffre est frappant. Donc sur la gauche, vous avez le nombre de turbines à gaz qui sont déployées aux États-Unis et la part des turbines à gaz qui sont utilisées pour des data centers et en projection 2024-2025. Donc c'est véritablement une explosion des turbines à gaz utilisées pour les data centers. Les hyperscalers n'attendent pas, ils développent leurs projets et quand il n'y a pas de connexion à la grille possible, ils utilisent leurs propres turbines à gaz. Et donc si on veut éviter ça, il est absolument nécessaire de s'assurer qu'on choisit bien la localisation des data centers et qu'on réfléchit à l'ensemble des externalités associées.
Et pour ça, encore une fois, l'Europe a une carte à jouer, évidemment par l'intensité carbone de l'électricité en Europe. Certaines régions sont froides, donc nécessitent moins de refroidissement qu'on peut en avoir besoin en Arizona, par exemple. Et la stabilité du réseau est là. Et donc, je pense que là aussi, dans la réflexion de la stratégie européenne, on a en tout cas la possibilité, dans le déploiement de l'IA, d'être acteur et de ne pas subir le déploiement de data centers dans des régions où l'impact est plus fort que là où il pourrait l'être en France et en Europe. Voilà, donc ça c'était sur la partie data center, et je voulais maintenant faire un autre zoom sur la partie modèle, parce que c'est vrai qu'on a aussi tendance à utiliser par défaut ChatGPT, Anthropic, je dirais sans réfléchir, parce que ce sont les outils les plus faciles d'accès, et pourtant toutes les IA ne se valent pas en termes d'impact. Il y a des IA plus grosses, des IA plus petites, et je pense qu'il faut qu'on commence à être plus vigilant dans l'utilisation des modèles qu'on utilise, dans la réflexion qu'on a sur l'utilisation des différents services d'IA. Un exemple qui est frappant, qui est assez récent, c'est une entreprise américaine qui s'appelle Cursor. Alors les personnes qui codent dans la salle doivent connaître cet outil qui permet en fait d'aider le développeur à coder automatiquement. Et ils ont récemment sorti leurs résultats sur des benchmarks de qualité de code. Et jusque-là, les benchmarks étaient dominés par Anthropic et par OpenAI. C'est les modèles qu'on voit au milieu, Opus et GPT. Et récemment, avec leur deuxième version de leur modèle qui s'appelle Composer, ils ont réussi à battre ces très très gros modèles. Alors, c'est pas un petit modèle non plus, mais c'est quand même un modèle qui est plus petit que ces gros modèles. Et donc, on voit qu'en ayant donc, ce qu'on appelle des SLM, des Small Language Models, enfin en tout cas plus small que ce qu'on appelle régulièrement les LLM, les Large Language Models, on peut arriver à avoir des résultats comparables sur certaines tâches spécifiques. Et donc, au lieu d'utiliser un énorme modèle qui va être capable de répondre à toutes les questions, il est probablement, d'un point de vue d'impact, plus intéressant d'utiliser des modèles spécifiques pour des usages spécifiques. L'exemple de Cursor en est un. Ça, c'est la première remarque sur cette news qui est apparue récemment sur Cursor. La deuxième, elle est aussi sur la géopolitique de l'IA, puisqu'en fait, on a appris depuis que ce modèle était basé sur un modèle open source chinois qui s'appelle Kimi. Et de plus en plus de modèles spécifiques qui sont utilisés sont basés sur des modèles open source de plus en plus souvent développés par des équipes de R&D chinoises. Et donc ça, c'est ce que vous voyez sur le graphe de droite, où on voit en rouge la proportion de sources modèles issues de Chine qui augmente. Et je pense que c'est aussi, alors là, plus dans une logique de réflexion de géopolitique, peut-être le début d'un soft power chinois sur l'IA, là où effectivement les Américains ont une logique avec ces modèles propriétaires et ces API payantes pour accéder à Anthropic ou à OpenAI. La majorité des modèles chinois aujourd'hui sont plutôt accessibles à travers des modèles open source que d'autres entreprises réutilisent pour développer des modèles spécifiques. Et donc là, on a l'exemple d'un modèle spécifique développé dans le cas de l'assistance au code et qui est similaire à celui qui était mentionné tout à l'heure sur l'assistance dans le domaine médical ou celui qu'on développe nous dans la partie géologique. Donc peut-être quelques éléments ici à retenir, c'est effectivement d'une part que toutes les data centers ne se valent pas et qu'on a un pouvoir de décider et de mieux faire les choses. Toutes les IA ne se valent pas non plus en termes d'impact, et donc là aussi, en tant que consommateur ou en tant que pouvoir public, on a un rôle à jouer dans les choix qu'on fait et dans les stratégies qu'on développe. Et vous avez aussi peut-être pour finir entendu parler récemment d'une autre startup qui s'appelle StarCloud, qui veut développer des data centers dans l'espace, qui vient de lever plus de 100 millions d'euros récemment. Et donc je pense qu'il faut qu'on trouve des solutions pratiques et pragmatiques aux challenges qui se posent, parce que de toute façon, on va malheureusement toujours trouver une solution, et je ne suis pas certain que, peut-être que l'avenir me donnera tort, mais que le fait d'envoyer des data centers dans l'espace soit la solution la plus pragmatique face aux problèmes posés. Donc voilà, quelques éléments de réflexion ici. Merci. Merci, Aymeric. Donc, vous avez entendu que dans les solutions proposées par Aymeric, il y avait l'aspect géopolitique qui revenait. Hein. Donc, ça, c'est un espace qui est assez... qu'il faut prendre en compte quand même. On n'est pas toujours libre de faire ce qu'on veut, même si on estime que c'est pertinent. Parce que même la relocalisation de data center demande déjà que cela soit possible. Il faut avoir des accords pour cela. Et une fois que c'est fait, il y a une certaine vulnérabilité qui rentre en ligne de compte. Donc tous ces éléments-là de géopolitique, des conséquences, des rapports de force vont maintenant être développés par Henri, qui est directeur de la Fondation INRIA,
et qui a une expérience dans le domaine. Merci, Henri. Oui, bonjour à tous. C'est terrible de parler le dernier parce qu'on voudrait entrer en dialogue avec tous les autres intervenants. Oui, je suis actuellement directeur de la Fondation Enria, mais surtout je sors de 7 ans de service comme ambassadeur français pour le numérique, à me mêler de gouvernance d'Internet et au fond de géopolitique du numérique. Et je me souviens aussi qu'il y a 40 ans, j'étudiais dans une école pas loin d'ici, où on programmait déjà en IA. C'est aussi pour se rappeler que on est en train de vivre une nouvelle ère, mais de choses qui sont des fondamentaux assez connus en sciences depuis assez longtemps. Moi non plus, je ne saurais pas faire en 5 minutes ce qui mériterait un master entier, donc je vais me contenter de 3 idées importantes. La première, c'est que cette révolution, alors ça vous l'avez tous dit, enfin pas trop, Claude l'a dit, c'est une révolution anthropologique. Hein. Moi je la compare avec l'invention de l'écriture, c'est-à-dire... moi, je me dis que 3 fois dans l'histoire de l'humanité, on a appris à automatiser des fonctions cognitives supérieures. Une fois quand on a appris à écrire et qu'on a mécanisé la mémoire. Une fois quand on a fait les machines à calculer. Et maintenant. Voilà, c'est où là, on apprend à mécaniser l'expression de soi-même. Et les changements seront aussi importants que ce qu'on a vécu déjà 2 fois. Donc c'est majeur. Mais cette révolution arrive à un moment qu'on pourrait qualifier de fin de la mondialisation heureuse. Ça, je pense que l'IA n'y est pour rien, mais c'est comme ça, c'est pas de bol. On vit dans un moment de brutalisation des relations internationales, un moment où 4 ou 5 grandes puissances au moins, c'est-à-dire au moins Trump, Poutine, Xi, peut-être en Inde aussi, pensent qu'il serait logique que l'ordre du monde s'organise comme un choc d'empire culturel, que le droit international, le multilatéralisme, ça a fait son temps, et où on voit tous les jours, vous le voyez bien, des pratiques qui auraient été juste inconcevables il y a 15 ans et qui deviennent le new normal. Donc, c'est pas de bol, mais ça arrive à ce moment-là. La deuxième chose, c'est que dans cette brutalisation, il se trouve que la plupart de ces pays considèrent que leurs industries numériques, c'est un asset majeur. Et au fond, quand on se promène dans les pays qui désormais se qualifient de Global South, ce qui est aussi une mauvaise nouvelle en géopolitique, puisque un certain nombre de propagandes ont réussi à leur faire penser qu'ils avaient un socle d'intérêts conjoint, cohérent, et qui s'opposait à un supposé Global North, dont nous ferions partie avec les Américains, comme si on était d'accord surtout avec les Américains. Mais ces pays se disent l'Europe a indûment dominé le monde pendant un siècle ou 2 parce qu'elle avait réussi la révolution industrielle. Voilà que ça recommence. Cette fois-ci, il ne faut pas qu'on se fasse avoir. Et donc, ils vivent tout progrès en matière d'IA comme... le signe de nouveaux rapports de domination, de nouveaux risques de domination, et vous entendez très bien. Pour moi, c'est parfois un peu incantatoire, mais la plupart des BRICS, par exemple, disent « nous serons un centre géant de l'IA, on ne se laissera pas faire, etc. » Donc le numérique est vécu clairement comme un relais de puissance dans un monde qui se conflictualise, ce qui veut dire assez logiquement que les entreprises numériques des pays qui ont la chance d'en avoir sont considérées comme des assets extrêmement précieux qu'il ne faut surtout pas embêter. Et donc là, on arrive, puisqu'on a la chance d'avoir un Américain parmi nous, les États-Unis, c'est quand même un grand pays qui a souvent cassé les grands monopoles. Et là, pour la première fois dans leur histoire, ils laissent prospérer un monopole incroyable, sans tenter de le réguler. Ce n'est pas tout à fait une coïncidence, c'est que cette fois-ci, à Washington, on est convaincu que la chance des États-Unis dans la compétition contre la Chine, c'est d'avoir de gigantesques entreprises numériques. Et cette situation-là fait qu'on a laissé grandir à un point inimaginable des entreprises qui sont des superpuissances qu'on a du mal à concevoir, en fait. Ici, on est dans une maison qui a quand même joué un grand rôle dans les politiques industrielles de la France, et on savait réguler Saint-Gobain, quoi. Et s'il fallait, on convoquait le PDG de Saint-Gobain, qui était lui-même un ingénieur des mines, d'ailleurs, et on réglait les problèmes à la bonne franquette. Là, on a des boîtes qui pèsent 10 000 milliards de dollars, qui sont des acteurs politiques privés, qui assument totalement qu'elles veulent jouer des rôles géopolitiques. Vous avez M. Musk qui dit « Tiens, je vais faire tomber l'Ukraine parce que je fabrique mes voitures en Chine. » Puis après, il change d'avis. Mais enfin, vous avez des acteurs qui se sentent... Ou qui, M. Musk aussi, il en a fait beaucoup, lui, qui essaie de faire tomber le président de la Cour suprême brésilienne parce qu'il ne lui revient pas. Et d'influencer le sort des élections en Allemagne, en Angleterre, enfin, parce que ça l'amuse. Enfin, parce qu'il est un acteur politique privé. Donc voilà, on a aussi ce contexte. Et je dois ajouter que... Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais dans le monde de l'IA, qui est un monde financé par le capital risque, c'est un mot qu'il faut introduire aussi, parce que ça aussi, en Europe, on n'est pas très coutumier d'entreprises qui vivent entièrement sur des paris, en fait, et sur des paris délirants.
Et en fait, on en lance 15, 20, et il y en a une qui va réussir. On accélère tout le monde. Donc, à tort ou à raison, le monde de l'intelligence artificielle s'est persuadé qu'on est à quelques années, ou peut-être même quelques mois, de ce qu'ils appellent l'IA générale. Personnellement, je pense que ce sont des foutaises. Mais donc d'une intelligence artificielle qui sera plus intelligente que l'homme. Et donc ils se sont dit, le premier qui fait ça, il fera faire les autres IA par son IA supérieure. Et donc, game over, il a gagné le match pour 100 ans. Donc on a une espèce de logique de course aux armements, à mon avis délirante, mais qui fait que si vous dites, mais dites-moi, il y a quand même un petit problème de consommation énergétique ou de concentration de marché ou de disparition des langues rares, et même de la langue française, ou que sais-je, ou de co-gestion démocratique de l'IA. On vous dit, vous êtes en train de nous faire perdre la bataille, et c'est les Chinois qui vont avoir l'IA générale avant nous, et en Chine on dit le contraire. Donc vous n'avez pas le droit de réfléchir, et vous n'avez pas le droit de nous ralentir. Donc c'est quand même ça le contexte. J'étais peut-être surpondéré par ma position d'ambassadeur pour le numérique, mais moi, il m'a semblé que les trois premières annonces bizarres du président Trump, ça a été de dire, bon, j'arrête de soutenir l'Ukraine, et puis là, Zelensky a dit, je te rappelle qu'on a toutes les terres rares d'Europe. Il a dit, bon, finalement, je vais peut-être protéger encore un peu l'Ukraine. Après, il a dit, je vais rattacher le Canada, qui est le pays de l'hydroélectricité. Et après, il a dit, je vais envahir le Groenland, qui est un autre pays de terres rares. Moi, il m'a semblé que les trois premières annonces bizarres devenaient très claires si on les lisait au prisme d'une bataille du contrôle de l'intelligence artificielle. Donc c'est pour vous montrer que ça percole, quoi. Mais enfin, et là je me reconnecte au reste de la journée, la dernière idée que je voulais partager avec vous, et moi je suis un peu un vétéran du numérique, hein, j'ai créé ma première boîte Internet en 95. En vrai, le numérique, c'était quand même une affaire de communauté, de standards ouverts, et de logiciels libres, disons-le comme ça. L'IA, c'est différent. Et l'IA, c'est hyper matériel. Et tout le monde vous en parle depuis ce matin. Mais en fait, c'est une industrie lourde qu'on ne voit pas à l'œil nu parce qu'elle est distribuée. Mais il faut des terres rares, il faut des compétences industrielles de dingue pour faire les dernières puces de dernière génération. Vous avez vu que toute l'histoire de Taïwan se joue autour du fait qu'ils ont le monopole de la production des puces dont le monde a besoin. C'est une histoire d'énergie incroyable. On pourrait presque écrire l'histoire de l'IA comme une histoire des échanges d'énergie en fait, dont on a besoin. En tout cas, si vous faisiez la carte des flux d'énergie, vous feriez la carte de l'IA et vous comprendriez tout ce qui se passe. Il faut des data centers, bien sûr. Il faut transporter des informations entre les data centers. Donc, il faut des réseaux de haut niveau. Ce n'est pas du tout par hasard que ces 10 dernières années, 80% des nouveaux câbles sous-marins ont été posés par des GAFAM, en fait, qui sont en train de privatiser l'infrastructure la plus simple, enfin des câbles sous-marins, quoi, qui étaient encore un commun il y a 10 ans, qui est en voie de privatisation. Donc c'est une industrie en vrai hyper matérielle. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce qu'on va aller vers le temps d'échange. Mais maintenant, pour répondre aux questions que vous m'aviez posées en préparation, Claude. Donc oui, en tout cas, on n'a plus le droit de penser son destin dans l'IA sans penser à son autonomie stratégique. Ça ne veut pas dire isolationnisme, pas fatalement. Cette autonomie stratégique, elle demande d'abord un peu de pertinence dans les politiques industrielles, donc je voudrais aussi poser ça là. Tu as mentionné la Chine, tu as raison. Personnellement, j'ai l'impression que les États-Unis nous proposent une course qu'on est sûr de perdre, et que d'ailleurs, ils refont ce qui a fait que Bush a gagné la guerre des étoiles et a brisé l'URSS. Ils nous disent, seule la gigantesque infrastructure à 500 milliards de dollars, comme Stargate, etc., nous permet d'être pertinents dans le monde de l'IA. Arrêtez le match, vous n'avez aucune chance. La Chine, l'Inde et un peu l'Europe, mais moins clairement, a dit, comme ça, on l'a un peu entendu aujourd'hui, on n'a pas toujours besoin du gigantesque modèle. En fait, en vrai, on en a rarement besoin. En vrai, on en a besoin pour 10% des usages. Et s'il y a des bons modèles open source sur lesquels on peut greffer des modèles à pertinence locale, c'est moins cher en énergie, c'est souvent plus pertinent localement, parce qu'après tout, si je veux faire une IA pour la géologie, c'est un peu ballot de partir de Lama ou je pars d'un truc qui a été éduqué, mais sur toute la littérature française du XVIe siècle, sur tout enfin voilà, il n'y a pas besoin de tout ça en vrai, et du coup on est moins pertinent. Et donc il y a quand même des pays qui ont lancé, donc oui, il y a un soft power chinois qui est très impressionnant, parce qu'il y a une stratégie industrielle derrière de dire beaucoup d'open, de commun, d'open source, et beaucoup de solutions locales. L'Europe ferait bien de s'en inspirer. Mais il faut aussi tenir compte de notre besoin d'autonomie matérielle. La seule chose que je partage avec vous, et comme ça j'aurai fini,
le débat public porte beaucoup sur la localisation des data centers. Si on se contente d'une question géographique, on a tort. Ça n'a pratiquement aucune importance de savoir où est le data center. Un peu quand même, parce qu'il faut de l'énergie, il faut regarder aussi sa juridiction applicable, parce que si vous avez un data center en France sous loi américaine, eh ben, comme vous le savez, n'importe quelle administration américaine, sans passer devant un juge, peut accéder aux données. Conséquence de ce qui a commencé sous le nom de Patriot Act et puis qui a proliféré dans le droit américain. Donc en fait, la juridiction applicable, pour moi, est encore plus importante que la localisation physique. Et puis on peut regarder effectivement, il y a d'autres formes de capture par standard technique, effectivement, si on peut fermer votre data center à distance parce qu'on peut lui couper l'énergie, il n'est pas très autonome non plus. Donc voilà, il y a besoin aussi d'élargir un peu la réflexion. Ce n'est pas du tout difficile ni impossible. Il faut juste se rappeler qu'on ne peut pas créer ni un pays, ni une entreprise, ni une économie dans une situation où un acteur malveillant peut vous débrancher sur un caprice. Voilà. Parfois, dans d'autres conférences, je parle des mésaventures du juge Guillou. Je vais terminer avec le nom du juge Guillou, un juge français de la Cour pénale internationale. Il fait son travail, il ouvre une investigation pour savoir s'il y a eu des crimes de guerre à Gaza. Le président Trump trouve ça désagréable. Il applique une loi antiterroriste qui avait été inventée pour attraper Ben Laden et qui lui permet, sur une décision personnelle, sur un executive order, sans passer devant un juge, de sanctionner les gens. Le pauvre juge Guillou, il ne peut plus payer en dollars, donc il ne peut plus utiliser Uber, Netflix, Amazon, aucun service numérique que vous connaissez, et même pas les services européens, parce qu'en général, il y a toujours un moment dans le process où ça passe en dollars, ou alors on utilise PayPal, ou alors le livreur à domicile, une boîte américaine. Donc regardez, il donne quelques interviews ces temps-ci, il est revenu dans les années 90 sur un caprice qui a pris 5 minutes dans un bureau. N'importe quelle entreprise française ou européenne peut subir la même chose. Il faut juste en avoir conscience. Ça n'empêche pas d'agir, bien au contraire. Hein. Mais il faut juste savoir que c'est la nouvelle réalité géopolitique. Merci beaucoup, Henri, pour ce développement assez instructif et bien dans les axes qui ont été annoncés avec beaucoup de détails. Donc maintenant, on va essayer de répondre à vos questions, dont j'en ai quelques-unes ici. Alors, une question pour toi, Chloé. Les mesures d'énergie des modèles de l'IA, est-ce qu'il y a une façon standard aujourd'hui acceptée par la science pour mesurer la consommation des modèles de l'IA? Sinon, pourquoi pas? Alors, de ce que j'en sais, il faut savoir que ce n'est pas mon domaine d'expertise, la consommation énergétique de l'IA, mais de ce que j'en sais, c'est très compliqué. Alors, c'est compliqué d'une part parce qu'il y a peu de gens qui s'y intéressent, et d'autre part, parce que je pense que c'est le cas quand on mesure l'impact écologique de quoi que ce soit, on commence à mesurer quand? On mesure, alors dans le cadre d'un outil de machine learning, on mesure l'utilisation, on mesure l'entraînement, on mesure le développement qui en fait a constitué à faire plein d'entraînements différents, peut-être sur des jeux de données plus petits, mais on mesure l'impact énergétique d'avoir construit les puces, les data centers qui ont été nécessaires à cet entraînement. Où est-ce qu'on commence Et donc, c'est des questions assez compliquées. Et ce que j'ai pu lire dernièrement sur le sujet, c'est que plus on avance et moins on sait. Et puis, de toute façon, tout ça est compliqué par le fait que les plus gros consommateurs, qui sont les GAFAM, etc., sont très discrets sur... Alors, ils aiment bien parler de à quel point ils ont des gros modèles. Mais par contre, quelles sont les données qui ont été utilisées pour les entraîner? Quel a été le processus d'entraînement? Quelle est la taille de leur data center et de leur centre de calcul? Combien de temps et quelle en a été l'utilisation? C'est des choses qu'on sait de moins en moins, en fait. Donc, il y a des travaux qui s'intéressent à la question. Il y a plusieurs initiatives qui ont été lancées par des gens comme Sacha Lucioni ou Alain Ligoza. Mais pour l'instant, on est très très loin d'avoir et un consensus et une adoption et des réponses à ces questions pour ce qui concerne les plus gros acteurs. Ok, donc en fait, la question, c'est vraiment le modèle, le cycle de vie en fait, qu'il faut pouvoir spécifier. Micro-commentaire. Il y a eu des travaux très intéressants au CGDD qui essayent de mettre au point une méthode qui deviendrait un standard. Ils veulent en faire une norme européenne pour mesurer l'impact sur le cycle de vie, l'éco-bilan,
de différents modèles d'IA. Mais évidemment, il y a sa part d'un problème que vous venez d'évoquer. Si je veux faire l'éco-bilan du transport, je peux mesurer l'impact sur l'environnement de 1 kg transporté sur 1 km. Mais déjà, c'est quoi l'unité de base du fonctionnement de l'IA? C'est quoi? C'est un pixel? On ne sait même pas définir l'unité d'action de l'IA, quoi. Ouais, bon. Effectivement, oui. Les métriques sont à préciser. Certains utilisent peut-être le nombre de requêtes, mais même là, c'est même pas uniforme. Oui. etc. Mais, Les requêtes ne se valent même pas forcément. I have a question for you, Eric. You know that the US, they get rid of any constraint regarding energy. They even get out of the Paris Agreement. So the question is, what are the rules that apply to data center in the US Donc, regarding quelles sont les règles qui s'appliquent aux centres de données aux États-Unis en termes d'énergie? Eh bien, au niveau national, il n'y a pas de règles. Because the US is governed by Les a lot of state level États-Unis, governments, county level governments. c'est very many beaucoup layers. So what de we're pouvoir seeing au is a bit niveau of patchwork. des États au niveau local. Donc, ça dépend des endroits. Il y a des endroits qui interdisent les centres de données tant qu'on ne peut pas être assuré de leur durabilité, alors que d'autres font l'inverse, qui permettent également la génération sur place. Donc, les centres de données ont tendance à s'implanter là où les restrictions sont les plus légères. Donc, nous n'avons pas de réglementation sur tous les centres de données. Tout se fait au niveau local. Mais effectivement, ce que l'on privilégie, c'est les endroits où on peut construire rapidement. Et je n'ai pas le sentiment qu'au niveau fédéral, on s'oriente vers une réglementation en la matière. Donc la décision sur le déploiement ou l'installation des centres de données, tout ça est fondé sur les coûts et rien d'autre, c'est ça? Oui, effectivement, il s'agit du coût. Mais il s'agit également de savoir si on peut avoir suffisamment d'électricité, parfois entre en ligne de compte également l'eau, par exemple, l'accès à la puissance électrique, ça c'est vraiment une grosse considération. Et puis il y a des États comme le Texas et d'autres qui mettent en place des incitations fiscales également, et ce pour des raisons économiques. Les recettes fiscales, etc. Donc, aux États-Unis, finalement, vous regardez ce qui se passe et vous faites votre choix. Et alors, quand est-ce qu'il se passe en dehors des États-Unis, des centres de données américaines, mais qui ne sont pas sur le sol américain? These are the companies that own the largest fleets of data centers in the world. They've built up global networks. And so I think they have, they've got the know-how, they've got the capital, they've got all those things that over the past, several decades have meant a global presence. But what's happening with a lot of the AI data centers, high-performance computing data centers, even those operated by U.S. companies, is they're being located in the U.S. For data privacy reasons, for competitiveness reasons, that sort of thing, data provenance reasons. So for many of their builds, they're happening back in the U.S. versus as many elsewhere around the world. It's not to say that they're not building in other parts of the world, but there's a big push, a lot of growth from those companies in the U.S. itself. OK, thank you, Eric. Une question pour toi, Émeric. Donc, il y a une question, c'est quels sont les principaux obstacles, enjeux ou problèmes qui se posent à l'heure actuelle dans le domaine de l'exploration minière en ce qui concerne l'adoption de l'IA? Je pense que ce qu'on observe dans l'univers de la géologie et dans le monde des géosciences est probablement assez similaire à ce qu'on observe dans l'ensemble des domaines scientifiques, c'est-à-dire que on a historiquement, il y a eu historiquement une vision de l'IA associée au machine learning et à la data science, et donc on avait, les data scientists arrivaient avec des modèles qui étaient des modèles purement data, et donc avec parfois une forme de scepticisme de la part des experts d'un domaine de compétences qui disaient nous ça fait
des décennies et des décennies qu'on développe des modèles physiques, des modèles chimiques, des modèles de toutes sortes, qui ne sont pas des modèles data, mais qui ont un fondement physico-chimique. Et ce qui est intéressant avec la nouvelle vague de modèles d'IA, c'est que on intègre beaucoup plus fortement la réalité physique et les first principles de la physique et de la chimie dans les modèles. Et donc là où il y avait une sorte de dichotomie entre d'un côté des modèles physiques, des modèles basés sur les lois de la physique et de la chimie, et de l'autre côté des modèles data, on arrive à un moment où on a ce qu'on appelle le physics AI qui se développe énormément, alors beaucoup aux États-Unis en ce moment, de modèles qui sont pensés pour nativement intégrer les lois de la physique et de la chimie dans les modèles. Et donc c'est ce qu'on fait nous avec les lois de la géologie. On fait de ce qu'on appelle la métallogénie en particulier. Voilà, nous, les questions qui sont au cœur du développement des modèles qu'on développe, c'est d'où vient le métal, pourquoi le métal s'est accumulé dans le sous-sol, quels ont été les mécanismes physiques, quels sont les mécanismes chimiques, géologiques qui ont fait que le métal s'est accumulé à un endroit A ou B. Et donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une convergence assez forte entre ce qui était historiquement des modèles purement data d'un côté et des modèles physiques de l'autre en des modèles unifiés. Et ça, c'était vrai avec la génération de modèles qui est utilisée aujourd'hui, et les transformers, et tous les modèles qui sont derrière les grands noms de l'IA comme OpenAI, Mistral ou Anthropic. Et c'est probablement encore plus vrai avec ce qui est en train de se lancer. Vous avez probablement entendu parler de la nouvelle entreprise de Yann Lequin qui s'appuie sur les world models, et donc un concept où on va encore plus intégrer la réalité physique au cœur du modèle. Donc je pense qu'il y a eu pendant longtemps un regard un peu sceptique éventuellement sur des modèles, et qui a raison, faisait fi parfois de dizaines et dizaines d'années de travaux de recherche dans des domaines scientifiques. Et aujourd'hui, des modèles d'IA qui sont capables d'intégrer cette complexité et au contraire d'aider à accélérer la recherche et le développement sur des champs d'application complexes. Merci, Aymeric. Oui, en effet, aujourd'hui, au lieu de considérer l'IA comme un adversaire des méthodes dites traditionnelles ou classiques, on a ce développement de l'IA qui va s'appuyer et travailler en tandem avec les méthodes classiques, comme ce qu'on appelle par exemple de Physics Informs Neural Network, donc où on utilise la connaissance fondamentale pour rendre les modèles les plus performants. Une question maintenant pour toi, Henri. Alors, il y a quelqu'un qui dit, on a l'impression aujourd'hui qu'on n'a plus le choix de dire si oui ou non on veut l'IA. Donc, l'IA s'impose. Et donc, on a aujourd'hui toute une économie mondiale autour de l'IA qui s'impose à nous. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une super bonne question. On est en train d'entrer dans... C'est une révolution industrielle au moins. Enfin, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est une révolution anthropologique. Donc il faut se préparer à agir dans la civilisation de l'IA. Ça, c'est sûr. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de prendre pour argent comptant tous les arguments marketing. Ça a été dit tout à l'heure. Moi, je suis content parce que j'ai deux filles de 19 et 21 ans et elles me rééduquent aussi. Et donc, par exemple, elles me disent « T'as pas le droit d'utiliser l'IA comme un moteur de recherche, c'est de la paresse intellectuelle, tu vas devenir débile, continue à faire du search propre. » Enfin, donc d'abord, on peut apprendre aussi quand même à s'en servir à bon escient. Et plusieurs l'ont dit. Vous savez, j'ai été aussi le DSI de l'État, le DINSIC, l'ancêtre de la DINUM, et j'ai prototypé la fonction de Chief Data Officer de l'État. Je veux juste vous raconter un truc. J'avais recruté 4 data scientists et on est allé voir les administrations en disant si vous voulez, on vous règle des problèmes. Et on a fait en 2 ans 30 missions qui parfois étaient vraiment sophistiquées. Par exemple, on a travaillé avec le service des achats de l'État pour optimiser notre stratégie d'achat d'électricité pour 17 000 bâtiments avec des prévisions sur 1 an. C'était pas trivial. Et au bout de 2 ans, mes 4 data scientists, ils sont venus voir en disant tu sais Henri, on s'emmerde un peu. Je dis quand même, vous avez les plus belles missions du monde. Ils disent ouais, c'est vrai. Mais en fait, depuis 2 ans, on n'a jamais eu besoin de plus que des tableurs Excel et des régressions linéaires. Parce qu'ils n'avaient pas besoin de plus. Ils n'avaient juste pas besoin de plus. Et ça, par exemple, cette idée d'être un peu frugal, de savoir pourquoi on y vient, l'idée qu'on n'a pas le choix est très inquiétante et elle est complètement fausse. Peut-être je termine par une autre analogie. J'en parlais avec un amiral cette semaine. Pour former le commandant du Charles de Gaulle, on commence sur la Belle Poule à lui apprendre la marine à voile. C'est pas du tout par hasard, et c'est pas par nostalgie. C'est qu'on pense que si on veut le grand commandant de notre plus gros porte-avions, il faut qu'il connaisse toute l'histoire de la marine et qu'il sache même naviguer sans instruments, etc. etc. quoi.
Nous, dans mon équipe, on est en train de se demander, ça y est, on a pris la décision, mais nos développeurs vont utiliser des outils d'aide au développement, mais je leur ai demandé de me montrer qu'ils avaient une stratégie de non-perte de compétences dans l'équipe. Est-ce qu'ils ont le choix? Euh, Tel que tu le dis, c'est non. Ouais, mais il y a plein de manières de le faire. Donc en fait, si on le fait en open source, avec un code apparent qu'on comprend... pardon, mais vous me poussez dans mes retranchements, mais j'ai créé ma première boîte d'informatique en 1995. Il y avait 15 000 internautes en France. Donc je me souviens aussi de l'époque où on regardait son code, on le compactait pour pas qu'il consomme trop de bande passante. On en était fiers, c'était de l'artisanat d'art, quoi. Finalement, ça fait 30 ans que tout le marché nous demande de devenir paresseux. Donc on nous a dit, tu n'as pas besoin de savoir où sont tes données, elles sont quelque part dans le cloud. Ce qui est un mensonge d'ailleurs. Le mot cloud, qui vous fait croire que c'est diffus, alors que c'est des forteresses, et ce mot est un mensonge marketing. Après on nous a dit, tu n'as pas besoin de préparer tes opérations, parce que le big data, ça veut dire quoi? Ça veut dire du massivement parallèle. Donc, ça veut dire j'allume 10 000 machines, donc je n'ai pas besoin de bien réfléchir à mon opération. C'est de la force brute, quoi. Brute force. Après, on nous a dit, tu n'as pas besoin d'avoir des archives structurées parce qu'avec la blockchain, tu pourras allumer toute l'archive de l'histoire depuis le début. Donc, chaque fois que tu cherches un document, tu vas rallumer une centrale nucléaire. Et puis maintenant, on nous dit, tu n'as pas besoin de formuler tes questions parce que tu dis quelques mots à l'IA et elle va comprendre ta question. Mais tout ça, c'est un appel à être paresseux et énergivore. Mais on n'est pas obligé. Et moi, j'ai beaucoup travaillé avec des communautés de geeks, de hackers, de gens qui aiment le code et qui trouvent tout ça horrible et qui font autrement. Donc on n'est pas obligé d'entrer dans la logique consumériste, passive, paresseuse et énergivore. Il y a plein d'alternatives. Et je pense que la souveraineté appellera qu'on embrasse les alternatives, quoi. En revanche, en complément, pour ce que tu disais, on a un vrai enjeu aujourd'hui. Comment est-ce que des jeunes développeurs qui ont appris il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans à coder en faisant des erreurs et en tapant sur un clavier des lignes de code et en faisant plein d'erreurs, comment aujourd'hui, c'est vraiment une vraie question, comment est-ce qu'on leur apprend à coder alors qu'ils ont des outils qui leur permettent de coder automatiquement? Parce qu'aujourd'hui, les bons utilisateurs d'outils qui te permettent de coder automatiquement, c'est des gens qui en fait savent coder et qui ont appris à coder à la main pendant 10-20 ans. Et donc aujourd'hui, effectivement, ils font de ces outils une force parce que ce sont des assistants qui les aident à répliquer ce qu'ils savent déjà faire. Mais moi, c'est assez vertigineux de comment est-ce qu'aujourd'hui on forme des gens qui ne vont pas avoir cette chance de faire plein d'erreurs, de fautes de frappe. Si je peux répondre avec ma casquette d'enseignante, c'est des questions qu'on se pose dans tous les domaines en enseignement. Comment est-ce qu'on fait pour enseigner quand en fait un exercice simple qu'on donne, alors que ce soit au lycée, en TD ici, oui, l'IA sait le résoudre, mais en attendant, on le donne pas parce qu'on veut la réponse. Moi, je la connais la réponse quand je pose un exercice, et c'est des grandes questions qui se posent. Et on dit des fois, mais il n'y a plus besoin parce qu'il y a l'IA qui est là, mais on continue d'apprendre aux enfants à l'école à compter alors qu'on a des calculatrices et elles donnent la réponse juste 100% du temps. Et si Claude m'offre une minute de plus. Alors d'abord, même chose pour les diplomates. Moi, j'ai eu le privilège donc de servir 7 ans au Quai d'Orsay. Fondamentalement, sous le contrôle de ceux qui savent, on forme les diplomates par compagnonnage. Donc ils entrent, ils sont rédacteurs et ils suivent un ambassadeur. Et il lui prépare ses fonds de dossier, puis ils font les comptes rendus des entretiens. Puis un jour, l'ambassadeur dit, tiens, tu es au niveau maintenant, donc cet entretien-là, tu as tout préparé, tu vas le faire toi-même. Et maintenant, pour faire les fonds de dossier et les comptes rendus d'entretien, ça va plus vite et c'est mieux fait avec l'IA. Mais si on décide de riper, on ne sait pas comment on forme les prochaines générations d'ambassadeurs, quoi. Donc ça devient un problème dans toutes les organisations. Et c'est peut-être ma réponse à la question, avons-nous le choix? Donc si vous me permettez vraiment une minute. Il y a une philosophe géniale qui s'appelle Anna Lombert et qui réfléchit beaucoup sur l'IA et qui revient toujours au fait, je ne sais pas si vous le savez tous, que Platon, par exemple, et Socrate étaient horrifiés par l'invention de l'écriture parce qu'il disait deux choses. Un, vous allez désapprendre à utiliser votre mémoire si vous lisez le Phèdre ou certains dialogues de Platon. Et deux, à l'époque, il y avait un ordre social où on reconnaissait un homme instruit, c'était souvent des hommes, au fait qu'il avait appris par cœur des milliers, voire des centaines de milliers de vers de Homère et des autres. Et donc, l'idée que des gars pouvaient faire semblant d'être instruits parce qu'ils avaient relu leur papier juste avant, perturber l'ordre social de manière terrible. Donc c'est les fameux sophistes que Socrate ne cesse de combattre. Donc Platon dit, attention, tout ça c'est très dangereux. Mais qu'est-ce qu'il fait lui, monsieur Platon? Il ne décide pas de lancer une campagne contre l'écriture. Il va acheter un bout de terrain près de la statue du dieu Académios et il crée la première académie. Et il dit, j'ai besoin maintenant de fabriquer une génération d'intellectuels qui savent lire et que je ne reconnais pas seulement au fait qu'ils ont tout mémorisé, mais au fait qu'ils savent utiliser
Et c'est la réponse. On entre dans le monde de l'IA, et c'est très bien d'ailleurs, mais il faut inventer l'académie. Il faut trouver comment on se forme, quels sont les points de liberté qu'on construit. C'est exactement le même problème que Platon il y a 2300 ans. C'est clair. D'ailleurs, pour le public, dans la naissance même de l'informatique, les premières questions fondamentales qui font penser à l'IA, qui étaient même déjà liées à l'IA, c'est le test de Turing. Donc, c'est un test qui permet d'interagir avec un système. Vous ne savez pas si c'est un humain ou c'est une machine, donc en fait l'IA. Et au bout d'un certain moment, vous devez être capable de dire si c'est un humain ou l'IA ou une machine. Et donc, Turing pensait qu'on arrivera à un stade où on ne sera plus capable de faire la distinction. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui déjà. Quand vous posez la question, même à des élèves, quand Chloé a dit tout à l'heure, c'est pire. Aujourd'hui, vous donnez un exercice à des étudiants à faire à domicile. Ils reviennent avec une solution qui a été développée par l'IA. Et vous, en tant qu'enseignant ou évaluateur, vous devez être capable de savoir si c'est lui en tant qu'humain ou si c'est l'IA qui l'a généré. Ce n'est pas évident. Et aujourd'hui, c'est même encore plus drôle parce qu'on a les phénomènes inverses. Quand vous allez sur un site, c'est maintenant l'IA qui va vous demander de prouver que vous êtes un humain. Et ça, donc, du coup, on est dans quelque chose... Enfin, bref. Donc, dans ce sens, il y a une question pour toi, Aymeric, c'est quel conseil tu donnerais à des jeunes géologues? Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément jeunes, hein, mais jeunes, ça veut dire qu'ils commencent la géologie. Par rapport à l'IA, c'est-à-dire que quelle approche de travail tu pourrais leur conseiller aujourd'hui de faire, d'avoir? C'est une très bonne question. Bon, je pense qu'il faut... je pense que la première chose, mais alors, est-ce qu'on est obligé, est-ce qu'on n'est pas obligé, je ne sais pas, mais je pense en tout cas, c'est déjà d'être dans un état d'esprit, de se dire effectivement, l'IA va changer le travail du géologue, et donc je pense que c'est déjà d'être dans un état d'esprit de se dire, aujourd'hui dans ma palette de géologues, je pense qu'il est préférable dans la palette du géologue d'avoir une culture générale en IA, puisque aujourd'hui le monde de la géologie, a priori, va quand même se développer dans la direction de l'utilisation de l'IA. Donc la première des choses, c'est de s'assurer de comprendre, à mon avis, les bases du fonctionnement de l'IA, les bases du fonctionnement des modèles, pour être capable de comprendre ce qu'il y a derrière et de ne pas juste être un utilisateur, mais d'être un utilisateur averti qui comprend les modèles, qui comprend quand un modèle recommande un plan de carottage, pourquoi. Est-ce que, il faut pas tomber de l'autre côté, de dire l'IA a proposé un plan d'échantillonnage de géochimie, donc je le respecte à la lettre sans réfléchir. Donc toute cette réflexion de comment est-ce que je comprends comment le modèle fonctionne pour pouvoir le contrôler, l'utiliser et en faire un outil, je pense que c'est vraiment la priorité, c'est de garder le contrôle, et ça passe à mon avis par la bonne compréhension de comment fonctionnent les modèles. Et donc je pense que, à mon avis, dans le cursus d'un géologue aujourd'hui, une base de culture générale en IA est nécessaire. En tout cas, nous, de ce qu'on voit, de la façon dont les choses se développent, où l'IA sera au centre de beaucoup des tâches des géologues, depuis faire des cartographies, faire des modèles 3D. On voit aujourd'hui la capacité, c'est ce qu'on fait nous chez LithoSquare, c'est qu'on pré-génère des modèles 3D du sous-sol avec des modèles d'IA, et c'est pas pour autant qu'on le prend pour argent comptant, mais en revanche, on sait que ça nous fait gagner énormément de temps, on sait que ça nous permet d'explorer un espace énorme de possibles. Après, ça reste, alors l'expression utilisée en IA, c'est human in the loop, c'est l'humain doit garder la main sur l'utilisation de l'outil, et ça doit vraiment être perçu comme un outil. Et je pense que c'est vraiment d'arriver à maîtriser son outil. Parfait, merci Aymeric. Now a question for you again, Eric. Une question à nouveau I pour don't know vous, why he says Eric. it, but why is gas preferred for data center in the United States? Pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, on préfère le gaz pour les data centers? Et il y a des mines aujourd'hui qui utilisent jusqu'à 90% d'énergie renouvelable, les 10% restants provenant du diesel. A potential model for data center. Est-ce que c'est un modèle qui peut être repris pour les data centers? Est-ce que vous pourriez répéter la deuxième partie, s'il vous plaît? Oui, donc une question. Il y a des mines éloignées qui produisent leur propre
propre énergie renouvelable à hauteur de 90%. Le reste de l'énergie étant fourni par le diesel. Donc la question, c'est de savoir si c'est un modèle qui pourrait être dont on pourrait s'inspirer. Excellente question. Premièrement, pourquoi le gaz? Parce que nous faisons du fracking aux États-Unis, donc nous avons énormément de gaz. Toute l'infrastructure est tournée donc autour du gaz. Et les grandes infrastructures ne se servent pas du réseau parce qu'il n'y a pas assez de capacité, il n'y a pas les sous-stations ou l'équipement permettant de connecter les data centers au réseau. Et il y a d'autres unités qui permettent de faire de l'électricité à partir du gaz, des petites turbines, etc. Elles peuvent être mises en place rapidement et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de production d'électricité à partir de turbines gaz. Et puis, je crois que ces data centers seraient très énormes, 1 à 3 gigawatts. Et alors, certes, il est possible d'utiliser de l'énergie renouvelable, mais la capacité n'est pas là. Soit la surface foncière, soit pas le vent, en tout cas pas à court terme. Voilà pourquoi la plupart des nouvelles unités de production d'énergie aux États-Unis pour les data centers tournent au gaz. Et puis, il y a également les objectifs d'un net zéro. C'est ça qui rend difficile l'analyse du secteur des data centers. On voit bien qu'il y a la création de nouvelles infrastructures qui tournent avec des carburants fossiles, mais c'est compensé par des investissements dans des projets d'énergie renouvelable dans l'hémisphère sud. Google parle de fusion nucléaire même. Et donc, ils inscrivent ça dans leur bilan carbone et c'est très favorable. Donc, il y a effectivement des États aux États-Unis qui obligent à une certaine part d'énergie renouvelable, mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup de data centers qui passent au gaz naturel parce que c'est abondant, c'est pas cher et il y a très peu de réglementation à ce sujet. Merci beaucoup, Eric. Est-il réaliste de penser pouvoir rapatrier toutes nos données, je pense que quand il dit no, c'est en Europe ou en France, toutes nos données sensibles, santé, finances et tout dans les data centers souverains sur le territoire français, voilà, tout en souhaitant pouvoir croiser avec les données internationales au profit de la science. Oui. Sans restriction. Non, avec restriction. Ce qui m'a beaucoup frappé dans ces années de diplomatie numérique, c'est quand même un manque global de science. Et donc on se pose des questions en termes juridiques et en termes de law enforcement, et on dit tiens, personne ne respecte les lois, donc on est mal. Et ça manque un peu de réflexion en termes de construction d'infrastructures. Du point de vue d'un ingénieur, on peut inventer des formats d'accès aux données géniaux, avec traçabilité, avec un accès provisoire, réversible. Et par exemple, alors évidemment, ça commence mal parce qu'ils l'ont posé sur Azure, mais le S Data Hub, c'est une infrastructure hyper intéressante qui a déjà permis de lancer 700 projets de recherche en santé. Et je peux vous raconter un truc, parce que ça s'est dénoué il y a quelques semaines. J'avais présenté les gens du Health Data Hub français aux Indiens qui, eux, ont inventé une infrastructure géniale d'accès aux données de santé qui s'appelle le DEPA, Data Empowerment and Privacy Architecture. Ils ont passé 2 ans à dire « ma solution est la meilleure » et puis à dire « on n'enverra jamais de données chez l'autre ». Et puis finalement, ils ont décidé, et ça a été annoncé par le président Macron et le Premier ministre Modi au sommet sur l'IA à Delhi le mois dernier, il y a 2 mois, ils ont juste déployé le truc indien dans le truc français. Et ils ont inventé une sorte de co-souveraineté, puisque chacun contrôle, mais chacun a l'intégralité du contrôle, parce qu'il peut bloquer le truc. Et maintenant, il y a des données d'hôpitaux français et d'hôpitaux indiens qui sont étudiées par des chercheurs au même endroit, mais c'est un endroit qui a mis les 2 sécurités. Il faut être créatif, il faut faire du code. Il faut s'adapter. D'ailleurs, pour aller dans ce sens, il y a une question aussi qui dit quel rôle pour l'ambassadeur du numérique et la diplomatie française dans la course à l'IA ou la prise en compte raisonnée de l'IA. Donc, quel est le rôle de la diplomatie dans cette histoire? Ça m'amuse parce que ça fait 8 ans qu'on me traite d'ambassadeur du numérique, alors que non, je représentais la France sur les sujets numériques, je ne représentais pas le numérique. Mais voilà, vous n'êtes pas le seul. Évidemment, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas le Quai d'Orsay qui fait les politiques industrielles, les investissements, la R&D, mais
on a joué, je pense, 2 rôles. Bon, d'une part, il y a une diplomatie de partenariat, d'alliance. On peut aider à trouver. On a pu promouvoir des entreprises françaises, faciliter des accords de recherche, des échanges d'étudiants. Enfin, c'est tout un travail diplomatique. Mais le plus important, probablement, c'est qu'on a été un acteur assez majeur pour faire progresser la réflexion sur la gouvernance globale de l'IA. Et je peux juste vous dire là aussi un résultat. Donc l'an dernier, il y avait le sommet de Paris sur l'IA. J'étais en charge du track gouvernance. On a un résultat qui à la fois est humble, mais qui me semble très important. On avait un groupe de travail de 200 représentants. Il y avait 40 pays, il y avait une centaine d'entreprises, il y avait la société civile, des chercheurs. Et on a juste décidé de faire ensemble une cartographie des sujets qui appelleraient gouvernance. Ça a l'air bête, hein ? Mais vous voyez bien que quand les gens parlent de gouvernance, ils parlent chaque fois d'un tout petit bout de la lorgnette. Donc les uns disent il faut se protéger du risque existentiel, les autres disent il y a un problème avec l'énergie. Et en fait, il y a plein d'autres problèmes. Et je vous le redis, par exemple, le fait que 92% des données d'entraînement de OpenAI soient en langue anglaise et que toutes les autres langues du monde, on se partage 8%, c'est extrêmement problématique. Parce qu'évidemment, il vous parle très bien en français, le logiciel, mais il ne raisonne pas en français, et pas avec des savoirs français. Par exemple, il croit que c'est les Wright Brothers qui ont inventé l'aviation. Nous, on sait que c'est Clément Adler. Non, mais c'est sérieux. Faites la question, demandez à ChatGPT qui a inventé l'aviation. Si vous demandez en anglais, il répond The Wright Brothers. Si vous demandez à Gemini, en anglais, il dit Wright Brothers. En français, il dit Clément Adler. Si vous demandez à Mistral, il dit Clément Adler. Donc, parce que ceux qui sont éduqués en langue française, ils ont vu les archives de l'INPI. Donc ils savent que le premier brevet de l'histoire avec le mot aviation, il est français. C'est Clément Adler qui a inventé le mot aviation. Bon, pardon, je me suis perdu. Non, pas du tout. Donc, on a au moins obtenu un consensus international sur le fait qu'il fallait embrasser... D'abord, gouvernance, ça ne veut pas dire régulation. Hein. Ça peut être des standards ouverts, ça peut être des engagements volontaires, ça peut être des coopérations, ça peut être des régulations aussi. Mais qu'il fallait embrasser une carte qu'on a su tracer de sujets qui parlaient de la concentration de marché. Donc c'est pour ça que les Américains n'ont pas signé notre travail final. Parce que quand même le plus gros problème pour l'IA pour moi, c'est si on a, vous y avez fait allusion, hein, si on a un petit oligopole de 3 boîtes qui domine l'économie mondiale, si en plus elles deviennent technofascistes, on est foutu, quoi. Donc le premier problème, c'est d'empêcher le lock-in du marché par 2-3 sociopathes technofascistes et multimilliardaires. Mais aussi la diversité linguistique, l'impact sur l'environnement, mais aussi le besoin d'être sûr qu'il y avait des compétences dans chaque pays et que donc, en fait, la formation des populations à utiliser l'IA et à contribuer au mouvement de l'IA fait probablement partie d'une bonne gouvernance de l'IA, mais aussi la répartition de certains assets, parce qu'il faut que justement il y ait la recherche publique. On a dit s'il n'y a pas de la recherche publique qui arrive au moins à comprendre ce que font les entreprises, on est foutu. Enfin, donc voilà, la diplomatie française a aussi pris la main pour essayer au moins de créer un consensus sur les sujets qui appelleraient un peu d'organisation internationale. Super, merci Henri. D'ailleurs, l'anecdote concernant l'aviation, vous demandez aux Brésiliens, ils vous diront c'était un Brésilien, Santos Dumont. Santos Dumont. Alors, une autre question, je pense, c'est beaucoup plus générale, probablement la dernière si on arrive là. Pour toi, Chloé, c'est, bon, là on est en train de discuter des questions liées à l'impact environnemental de l'IA. Mais il y a d'autres préoccupations aussi, mais on va considérer celle-là. Quelles sont les réflexions basées sur ces préoccupations-là qu'on peut faire sur l'usage de l'IA, c'est-à-dire en termes de recommandations aux utilisateurs, même d'ailleurs, même de tout, hein, la gestion de l'IA. Quelles sont les réflexions qu'on peut se faire sur la question en ayant ces inquiétudes-là? Oh, waouh. Non, mais alors, je pense qu'il y a un certain nombre d'aspects qui ont déjà été abordés. Sur, oui, ça c'est vrai. Bon, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on reste dans le personnel. Je fais le choix de faire une recherche, une requête plutôt en utilisant les outils de recherche habituels plutôt que de ne pas utiliser un LLM, enfin un agent. Et je fais le choix de coder en l'ancienne, parce que j'aime bien ça, plutôt que d'utiliser des assistants de code et ainsi de suite. Et je pense que les questions un peu... ouais, c'est des questions... Pourquoi je prends un exemple. Quand on prend aujourd'hui l'exemple de l'IA agentique, donc on peut avoir aujourd'hui des IA qui vont complètement faire le travail de quelqu'un. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui vont perdre leur emploi, et ça se fait déjà. Hein.
et qui seront complètement remplacés par l'IA. Est-ce que, bon, bien sûr, c'est une conséquence sociale, Bien sûr, oui. mais ça engendre aussi un surisage de l'IA, et donc ça aura des conséquences sur le coût énergétique. Est-ce que tu penses qu'il faut juste laisser faire? C'est la vie, c'est ainsi, ça se fera, ou tu penses qu'il faut se dire, bon, allez, il faut trouver le moyen de réguler ça quelque part, quoi. Alors, moi, je suis pas experte en régulation, donc déjà, c'est des grandes questions. Comment est-ce qu'on peut faire pour réguler ça? En soi, ce que je trouve dommage aussi, la question qu'il faut se poser, c'est sur ces emplois qui sont perdus, à quel point, c'est des questions sociales de, est-ce que c'est des emplois intéressants, ou parce que jusqu'à présent, on a quand même eu une automatisation qui avait pour vocation à remplacer des tâches qui étaient des tâches répétitives et pas particulièrement intéressantes pour les automatiser. Ce qu'on fait sur les chaînes de montage, dans les usines, etc. Alors, ça pose des questions parce qu'on est organisé dans une société qui fait que si on n'a pas d'emploi, pas de vie. comment est-ce qu'on vit, etc., etc. Mais peut-être qu'on pourrait imaginer des modèles de société dans lesquels, si on n'a pas un emploi qui consiste à passer 8 heures à faire le même geste sur une chaîne de montage, on peut employer sa vie à des choses plus intéressantes. Maintenant, quand l'IA commence à remplacer du travail d'écriture, de traduction, du travail créatif, est-ce qu'on peut avoir la même approche de se dire, c'est pas grave, on perd des emplois, mais il faut qu'on réfléchisse à une nouvelle forme de société dans laquelle, finalement, on fait autrement. Et c'est ce qu'on voit souvent de la part des gens qui ont des emplois créatifs, c'est qu'eux, ils aimeraient bien avoir une automatisation des tâches pénibles et pas du fait de créer des images, par exemple, pour les illustrateurs, et pour pouvoir passer plus de temps à créer des images. Et en fait, ce qu'on leur dit, c'est non, les images, c'est bon, c'est automatisé. Par contre, il faut que tu continues à faire le ménage chez toi tout seul. Donc, je pense qu'il y a des questions, c'est vraiment large, il y a effectivement une révolution en train de se passer. Ça me paraît difficile de forcer une entreprise à utiliser une personne plutôt qu'un agent pour une tâche si elle estime que l'agent numérique fait la tâche aussi bien, ou au moins, comme elle lui coûte peut-être moins cher, c'est pas très grave que ça soit un peu moins bien fait. Mais c'est des questions d'organisation de la société qui dépassent largement le contexte de l'IA, puisqu'on est dans un contexte économique dans lequel, de toute façon, on a manifestement de plus en plus de chômage et de crise économique. Donc, bien sûr, oui, tu peux terminer. Oui. Un peu en train de m'envoyer. Je vois ce débat partout, moi aussi. Il y a un truc qui m'étonne, c'est que les gens ont l'air de tenir pour acquis que si on augmente la productivité, on va perdre des emplois d'une part, alors sauf d'autres qui disent on va être schumpeterien, donc on va... En vrai, regardez, au siècle dernier, on a doublé la productivité. Et il ne s'est pas passé ni l'un ni l'autre des deux scénarios dont on parle. Ni le il y a une revenu de vie. modification des emplois. Alors, oui, mais pas que du bien. On a vu émerger des ultra-riches à un niveau jamais atteint. Si on en croit David Graeber, ça a justifié la prolifération de bullshit jobs. Je pense qu'il a raison, qui en vrai ne servent pas à grand-chose, mais parce qu'on s'occupe et parce que par ailleurs, les gens ils veulent toujours avoir des subordonnés. Enfin, il y a plein de raisons qu'il faut que... Donc ça ne se passe pas toujours, c'est pas mécanique en fait. Je trouve qu'on ne sait pas tirer les leçons de l'histoire. Oui. On a déjà doublé la productivité. Mais je pense que c'est des questions qui dépassent largement le cadre de l'IA. Ouais, et il ne s'est pas passé ce qu'on nous prédit aujourd'hui avec l'IA. C'est ça qui me frappe. Eh oui. Ça devient vraiment politique, là, plus qu'autre chose, je pense. Comme dirait le proverbe espagnol, a quien quiere celeste que le cueste, c'est-à-dire que celui qui veut le ciel, qu'il lui en coûte le prix. Donc, je pense que le développement de l'IA et en tirer profit, ça va coûter ce que ça coûtera. Mais je pense qu'on ne peut pas nier les avantages. Donc, on est pile dans les temps. Je vous remercie encore tous pour votre participation active et votre audience.